En tout cas, c'est la question qui résiste le plus longtemps à l'anthropologue. Celle à laquelle l'ethnographie ne peut manquer de le confronter et celle qu'il peut pourtant choisir d'ignorer. C'est cette question face à laquelle il pourrait légitimement décider, en fait, n'avoir pas les moyens de répondre en tant qu'anthropologue. Et paradoxalement, à mon avis, c'est cette question, c'est celle pour l'exploration de laquelle l'anthropologie dispose d'outils descriptifs spécifiques et singuliers. Cette question, c'est celle-ci. Quelle voix trouvent les morts quand les vivants ne leur donnent pas la parole? C'est une question essentielle que je vous propose de déplier ethnographiquement, pendant l'heure dont je dispose. Ethnographiquement, donc, et non pas philosophiquement. Vous aurez remarqué que, d'un point de vue philosophique, je ne me suis pas embarrassé de beaucoup de précautions pour poser ma question. Je ne me suis pas demandé: «Est-ce que les morts sont susceptibles de trouver une voix lorsque les vivants ne leur donnent pas la parole?» Ainsi que l'ordre du raisonnement l'aurait sans doute exigé. Je ne me suis pas embarrassé de ça parce que, justement, l'ethnographie m'a autorisé à m'en dispenser. C'est un fait ethnographique, donc, que les morts n'attendent pas nécessairement que les vivants leur donnent une voix, leur donnent voix au chapitre ou droit de cité pour apparaître et pour se manifester. C'est précisément pour ça que l'anthropologie est bien placée pour examiner ce problème, car elle peut s'appuyer sur cette base-là, cette base empirique, qui n'est pas spéculative, mais descriptive. L'anthropologie est bien placée, et pourtant, ce constat ethnographique la met potentiellement en difficulté. Si les morts, en tant que fantômes ou revenants, en tant qu'êtres qui ne sont pas toujours nommables en fait, et ontologiquement passables, si les morts donc n'attendent pas toujours que les vivants leur donnent la parole pour se manifester, cela signifie qu'ils ne sont pas toujours, ou pas seulement, le résultat d'une construction culturelle. Que sont les morts? Que deviennent-ils lorsqu'ils se manifestent hors des chemins culturellement balisés, lorsqu'ils débordent la croyance collective, les institutions sociales mises en œuvre pour encadrer leurs existences? Quelle forme prend leur présence lorsque celle-ci n'est pas stipulée culturellement? Comment l'anthropologie peut-elle se saisir, autrement dit, de la vie infraculturelle des morts, de leurs manifestations à côté des usages sociaux par lesquels on a pris l'habitude de les accueillir? Encore, pour le formuler autrement, comment décrire leur présence intempestive dans les mondes humains, quels que soient les moyens culturels plus ou moins sophistiqués mis en œuvre par les vivants pour les domestiquer, les mettre à leur service? Voici donc quelques-uns des enjeux théoriques et pratiques de la question que je propose d'examiner ici ethnographiquement. Quelle voix trouvent les morts lorsque les vivants ne leur donnent pas la parole? Alors bien sûr, il n'est pas inintéressant de décrire comment les vivants donnent la parole aux morts, quand ils le font. Parce qu'il ne faudrait pas laisser penser, ni penser que c'est une chose aisée. Pour faire parler les morts, il ne suffit pas de leur tendre un micro ou de les inviter sur une estrade, comme pour un anthropologue. Pour donner la parole aux défunts, il faut leur prêter un corps. D'une manière ou d'une autre, cela implique un dispositif médiumnique. Alors, il y a toutes sortes de médiums et toutes sortes de dispositifs médiumniques à travers le monde. On peut les appeler chamaniques ou non. En fait, peu importe, les chamans sont des médiums comme les autres. Mais en tout cas, ça suppose un certain type de personne reconnu capable par sa communauté pour entrer en reconnu capable par sa communauté d'entrer en contact direct avec les trépassés et de relayer ce qu'ils ont à dire. C'est extrêmement pratique, ne serait-ce que pour s'assurer que les défunts n'ont pas de ressentiment vis-à-vis de ceux qui leur survivent. Un très bon exemple de ça, c'est le travail de Piers Vitebski, qui a fait une ethnographie des Sauras de l'Inde de l'Est. Et les Sauras de l'Inde de l'Est sont très soucieux de ça. En tout cas, ils l'étaient avant que la conversion au protestantisme ne leur interdise ce genre de communication. Donc je vais vous lire un petit fragment de conversation qu'une mère a avec sa fille défunte à travers un chaman, une chamane en fait. Mère, où sont mes anneaux de nez? Ils ont dû être brûlés sur ton bûcher, ma chérie. On a regardé, mais on n'a pas pu les trouver. Je sais pas, peut-être qu'ils ont sauté sur le côté ou quoi? Pourquoi vous ne me montrez pas mes anneaux de nez?
Ils étaient si petits, si on les avait trouvés, bien sûr qu'on te les aurait montrés. Oh mon amour, ma chérie, ne passe pas ta maladie à d'autres. Peux-tu dire que ta mère et ton père ne se sont pas sacrifiés pour toi? Ils ne t'ont pas tourné le dos en refusant de t'aider, si? Pense à tous ces cochons, tous ces poulets, ces chèvres, ces buffles, mon bel enfant. Est-ce que ton père n'a pas dit: «Allumons un feu, laissons-la rester à la maison pour ne pas aller au travail. Regardez-la, elle a déjà le visage d'une vieille femme». N'a-t-il pas dit cela? Comment? Tes 2 colliers en or ne sont pas là. C'est Sarceneaux qui les porte maintenant. Mère, vous avez été horrible avec moi. Vous m'avez grondé. Vous m'avez appelé la cicatrice. Vous m'avez appelé la lèpre. Vous avez dit: «Tu es une grande fille à présent. Pourquoi devrais-je te nourrir quand tu restes là à rien faire?» Elle ne le pensait pas. Elle ne pouvait pas s'empêcher de le dire. Après tout, tu grandissais, et il y a tant de corvées à la maison. La discussion continue jusqu'à ce que la mère et la fille trouvent un semblant de terrain d'entente qui continuera de s'établir au fur et à mesure de leurs conversations, qui ne cesseront pas tout de suite. Les reproches que les morts font aux vivants, en fait, peuvent aller dans l'autre sens, hein. Les vivants peuvent faire des reproches aux morts. Ils peuvent leur reprocher, notamment chez les Sauras de l'Est de l'Inde, ils peuvent leur reprocher d'entraîner à leur suite d'autres vivants, donc de les faire mourir, hein. La mort, en fait, est contagieuse. C'est aussi un fait ethnographique. Ce qui varie à travers le monde, ce sont les options, les solutions trouvées pour y remédier, pour stopper l'épidémie de mort. Un des enjeux principaux d'un rituel funéraire, c'est d'éviter que la mort ne se propage. Alors, les morts sont rarement aussi contagieuses qu'en temps de guerre, ou plutôt après les guerres, puisque pendant la guerre, c'est plutôt les vivants qui sont responsables de la mort à grande échelle. Mais après le massacre, face aux morts dont ils sont plus ou moins directement responsables, face aux morts en tout cas dont ils héritent, les vivants ont rarement le choix. Il faut parler avec eux. Donc, après la guerre, c'est le moment où les médiums sont le plus utiles. On sait qu'en Europe, les massacres de la Première Guerre mondiale sont responsables pour partie de l'extraordinaire succès du médiumnisme et des tables tournantes. Un historien, Guillaume Cuchel, a très bien montré. On veut parler avec les disparus, mais d'une manière générale, après une guerre, les relations entre vivants passent par les morts, chez les bourgeois, les ouvriers, les intellectuels ou les hommes politiques dans l'Europe de l'Ouest. C'était un fait social total. Tout le monde faisait tourner les tables à un moment ou à un autre de sa vie sociale. Les tables tournantes, d'ailleurs, sont un fantastique dispositif médiumnique, si on y pense, parce que c'est une manière très originale de donner un corps aux morts. Le corps qu'on donne aux morts dans les dispositifs de table tournante, c'est un corps collectif. Il n'y a pas un seul médium qui est mandaté pour rapporter la parole des morts. On offre aux morts un corps collectif, composé de tous les participants qui sont autour de la table, et on lui offre un moyen d'inscrire sa parole sur le dispositif de la table. Donc c'est quelque chose qui a été très usité encore assez récemment en Europe et qui est un dispositif médiumnique tout à fait intéressant. Mais quand on parle de mort d'après-guerre, on cite souvent le travail, à raison, on cite souvent le travail de Ronnie Kwon, un anthropologue coréen qui a, lui, fait une ethnographie du Vietnam de l'après-guerre. Après-guerre au pluriel, puisque le Vietnam a connu des guerres successives avec la France pour son indépendance et avec les États-Unis dans la guerre qui a opposé le nord et le sud du pays. Donc, Ronnie Kwon a bien décrit ce que les fantômes permettaient aux vivants de faire après la guerre. Et il décrit justement le genre de médiation médiumnique que ça exige. Il raconte par exemple l'histoire de cette jeune fille, Fleur de Lotus, qui fait éruption dans une famille de maraîchers du centre du pays dans les années 90. Fleur de Lotus, elle est morte, en fait. Et la faire parler n'est pas évident. La famille, au début, ne sait pas qui elle est ni ce qu'elle est, en fait, hein. Fleur de Lotus, elle commence par se manifester par des douleurs, en fait. C'est l'adolescente de la famille, Bien, qui est prise de maux de dos dont personne ne comprend la cause au départ, qui devient même incapable de travailler, qui est prise ensuite de crises. Elle se perd dans le village, qu'elle connaît pourtant depuis son enfance. Elle est prise de crises de tremblement, jusqu'à ce qu'en fait, elle trouve une voie.
jusqu'à ce qu'en fait, Fleur de Lotus trouve sa voie à travers Bienne. Et là, donc, elle peut parler, raconter son histoire. Et donc, on comprend que Fleur de Lotus était elle aussi une jeune fille, un petit peu plus âgée que Bienne, mais qui avait été déplacée par la guerre pendant les années 60, orpheline de mère, et qui vivait avec un père alcoolique et qui avait dû gagner la subsistance de la famille, et notamment en ramassant du bois le long des rivières. Et c'est un jour, à côté d'une rivière, qu'elle a été prise d'un mal de dos fulgurant qui l'a plongée dans l'eau et qui a fait qu'elle s'est noyée. Elle a été emportée par le courant jusqu'au jardin des parents de Bienne, où elle a été en fait enterrée sous les sédiments. Et c'est là encore que se trouve son corps. Dès qu'elle a une parole à travers Bienne, elle se plaint aux parents de la jeune fille qu'ils plantent des oignons sur sa tête. Le père s'excuse, il dit: «Je ne savais pas que vous étiez là». Et ce que permet le médiumnisme, c'est pas seulement donc et la médiation de Bienne, ce que ça permet, c'est pas seulement de comprendre l'histoire de Fleur de Lotus, c'est pas seulement de l'écouter, mais c'est en fait ce que font beaucoup de Vietnamiens après la guerre, c'est d'adopter Fleur de Lotus. Fleur de Lotus entretient des relations de plus en plus suivies avec la famille, et plutôt que de la considérer comme une morte étrangère, ce qu'elle est en fait, hein, au fur et à mesure, il l'adopte comme une fille de la famille. Et au fur et à mesure qu'elle est adoptée, elle devient elle-même, en tant qu'esprit, en tant que mort, la médiatrice de tous les autres morts de la guerre dans l'environnement du village. Et donc cette médiation, qui amène une autre médiation, est ce qui permet finalement très pratiquement, très pragmatiquement, dans le Vietnam d'après-guerre, de faire la paix. C'est-à-dire de réadopter les morts de ce qui était auparavant l'ennemi. Alors, pourtant, et assez paradoxalement en vérité, si faire parler les morts, ça demande un certain travail, un travail qui a un intérêt, on l'a vu, mais ça demande un certain travail, un processus hein, de transformation du mort qui doit trouver sa voie, mais aussi un processus de transformation du vivant qui doit apprendre à porter la voix du mort. Si ça demande un certain travail à tout le monde, en fait, il ne suffit pas de renoncer à donner la parole aux morts pour qu'ils se taisent, ou du moins pour qu'ils cessent de se manifester. C'est ce dont les Soras de l'Est de l'Inde, toujours eux, font l'expérience aujourd'hui, alors que les missionnaires protestants les ont convaincus de cesser de recourir à leur médium. Piers Vitebsky raconte être revenu dans ce village, après y avoir passé plusieurs années dans sa jeunesse, dans sa jeune carrière d'ethnographe. Il a ensuite travaillé autre part, il a travaillé en Sibérie, il se trouve. Et il est revenu dans les années, au début des années 2000 pour revoir ses amis Soras. Et à chaque fois, donc, qu'il mentionnait l'existence d'un mort, ou plutôt que la présence d'un mort devenait manifeste par son absence, puisqu'il était mort depuis, et que ses enfants en étaient les héritiers, à chaque fois que la présence d'un mort devenait manifeste, elle ne pouvait plus se signaler par la parole, par des médiums qui rapportaient la voix, qui rapportaient potentiellement les reproches que leurs descendants avaient à leur faire, mais elle se manifestait par le silence. Les morts, donc chez les Soras, se manifestent toujours, même s'ils n'ont plus accès au langage articulé. Et c'est par le silence, en fait, par l'aphasie, l'incapacité à parler, le blocage linguistique, que les morts se manifestent dans la vie de leurs descendants convertis. C'est par le silence que les morts signalent leur présence lorsque les moyens médiumniques leur sont retirés. Ironiquement, priver les morts de langage rend aussi les vivants muets. Alors que la parole circulait entre les mondes chez les Soras, et alors que sa circulation est bloquée, dit en substance Vitebsky, c'est tout le champ du disciple qui doit être reconfiguré. On ne peut pas juste couper le canal de communication avec les morts en espérant que la conversation puisse continuer entre les vivants. Tout est bloqué si on change l'ordre du discours. Mais il y a des contextes culturels dans lesquels la parole n'a pas vocation à circuler entre les morts et les vivants. Il est des sociétés, autrement dit, qui ne veulent rien avoir à faire avec les fantômes. Autrement dit, il est des sociétés qui ne sont pas disposées à accueillir le retour des morts, et encore moins à les adopter, comme le font les Vietnamiens. C'est le cas notamment en Mongolie, où je fais moi-même un travail ethnographique depuis maintenant 25 ans.
ou en fait, pour être plus précis, c'est le cas dans la région de Mongolie où je travaille. Parce que ce n'est pas le cas dans tout le pays. À la capitale, Oulan-Bator, et dans les provinces orientales, notamment dans les régions de peuplement bouriate, il y a des chamans qui officient et qui administrent les relations entre les vivants et les morts. Dans ces régions-là, tout un chacun est convaincu qu'interagir avec les défunts, c'est-à-dire leur faire une place dans sa mémoire et dans sa généalogie, est une condition incontournable de la prospérité. On ne peut pas espérer être heureux, avoir une vie normale, si on ne règle pas ses comptes avec les morts. Dans ces régions-là, les chamans, donc, qui officient, sont chargés de reconnecter les morts et les vivants, étant donné que le régime communiste qui a sévi pendant 70 ans à cet endroit-là a empêché les vivants de continuer à interagir avec leurs morts. Les morts en ont été vexés et refusent à leurs descendants la prospérité économique, le bonheur, à moins d'être de nouveau mis à l'honneur, à moins de recevoir de nouveau les offrandes qui leur reviennent. Donc ça, c'est le monde dans lequel vivent les Mongols des régions centrales et de l'Est. Et il y a une adéquation entre le rôle donné aux morts, en tant que pourvoyeurs de prospérité, et la présence de chamans, de médiateurs capables de leur donner une voix. Mais la région du Nord-Ouest où j'ai travaillé, donc de l'extrême nord-ouest, si vous voyez un petit peu la Mongolie, c'est vraiment à côté de la région où les Kazakhs habitent, donc à la frontière avec le Kazakhstan à l'ouest et avec la Russie au nord. La région du nord-ouest où j'ai travaillé est un peu différente. Déjà, il n'y a pas ou peu de chamans. Mais même quand occasionnellement des chamans viennent tenter leur chance et trouver une clientèle dans le nord-ouest, ils ne reçoivent pas un accueil enthousiaste de la part de la population. C'est vraiment l'église bouddhique qui est aussi présente dans le reste du pays, mais c'est l'église bouddhique qui, dans le nord-ouest, a l'exclusivité des relations entre les vivants et les morts. Ce sont donc pas les chamans, mais les lamas qui règlent le sort des défunts. Et les chamans et les lamas sont des personnages très très différents. Tandis que les chamans font volontiers proliférer les fantômes, les lamas s'efforcent de les contenir, voire de les faire disparaître. La cosmologie bouddhique, en fait, on le sait, c'est assez évident, laisse assez peu de place pour les revenants, et même pour les ancêtres. Dans la cosmologie bouddhique, les morts sont censés renaître, en fait. On n'est pas censé avoir un séjour terrestre qui se prolonge. Si tout va bien, en fait, notre âme passe dans un nouveau vivant et continue son existence. Éventuellement, la possibilité est laissée pour que certaines âmes ne se réincarnent pas correctement et deviennent donc ce que les lamas appellent des démons, Chodgol. Mais c'est évidemment pas une existence, c'est même pas que c'est une existence souhaitable, c'est que c'est pas une existence pérenne. On n'a pas vocation, en fait, à se voir accueillir par les vivants en tant que démon. Hein. Si on est un démon, ben, il faut être exorcisé et que le lama nous permette de suivre la voie de renaissance qui nous a échappé jusqu'ici. C'est une déviation qui n'a que vocation à être réparée. Hein. On ne peut pas, comme au Vietnam, se dire adoptons un démon, donnons-lui une place dans notre foyer et faisons-en un membre de la famille. Ça ne marche pas. Les démons ont vocation à être exorcisés. Il n'y a pas de relation possible avec eux. Donc, les morts, d'une certaine manière, ont vocation à disparaître en Mongolie. Et ça va avec les rituels funéraires, où les rituels funéraires mongols visent aussi à faire disparaître le cadavre, soit en le posant sur le sol, de façon à ce qu'il soit dévoré par les animaux, et que rien ou presque ne subsiste, soit en l'enterrant dans des cimetières, depuis les années 50, soit en l'enterrant dans des cimetières où rapidement la tombe va se perdre dans un flot au sein duquel on ne pourra plus en distinguer la singularité, et jusqu'à ce qu'on ne puisse même plus y accéder, puisque le maillage trop serré des tombes
en interdit l'accès. Donc, les morts ont vocation à disparaître. Mais bien sûr, c'est pas parce que les vivants souhaitent voir leur mort disparaître, c'est pas parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de leur mort après leur funérailles, que les défunts acceptent nécessairement de se taire. En Mongolie, comme ailleurs, les morts reviennent. Alors, enfin, quelle voie prennent-ils, puisqu'aucun chaman, aucun autre médium n'est là pour leur prêter un corps et pour leur donner la parole? Eh bien, en un mot, ils prennent la voie du monde même. Et c'est ce que je voudrais développer jusqu'à la fin de cette présentation. Les morts, quand on ne leur donne pas la parole, prennent la voie du monde même. Ils s'invitent dans les interstices de notre univers sensible, ils initient avec les vivants des relations sans langage, tissées d'odeurs, de bruits, de formes et de sensations tactiles. Faute de corps propre, ils épaississent, ou plutôt, ils enflent notre rapport corporel au monde. Ils investissent notre existence sémiotique non symbolique. Ils s'offrent tout cru à nos efforts d'élaboration culturelle. Et c'est ça que je vais essayer de développer. Mais, comme je vous le disais, je vais le développer moins philosophiquement et abstraitement qu'ethnographiquement. Donc, je vais vous raconter des histoires. Et je vais vous raconter l'histoire qui est presque la première par laquelle j'ai commencé à travailler sur les fantômes. Et c'est la meilleure. C'est une histoire parfaite. C'est la plus belle histoire de fantômes que j'ai jamais recueillie. Elle m'a été racontée par une dame qui est toujours ma grande sœur adoptive, une espèce de tante adoptive, Tsélé, que j'aime de tout mon cœur, et qui, quand j'étais jeune ethnographe, il y a maintenant 20 ans, m'a été présentée comme une des personnes qui, contrairement à la plupart des gens, voyait les fantômes. Et quand je suis arrivé chez elle pour l'interroger, ben, il lui a pas fallu longtemps pour lui dire « Ah oui, en effet, en effet. » Une nuit, il y a 2 ans, j'étais en train de dormir, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu me tirer les couvertures. Alors bon, au début, j'ai cru que c'était rien, je me suis rendormi, et puis juste après, de nouveau, paf, encore quelque chose qui me frôle et qui me tire les couvertures. Alors là, je me dis: «C'est quoi ce qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Et pile à ce moment-là, le nourrisson que je tenais, contre mon sein éclate en pleurs. Impossible de le calmer. Alors voilà, là, il y a mon mari qui se réveille, et je dis à mon mari, «Il y a un truc qui a mis tiré la couverture». Le mari lui dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce revenant crevé qui t'a tiré la couverture?» Et il y croit pas du tout, quoi. Et alors voilà, elle dit, «Et voilà qu'on se met à se disputer, rat-rat-tchac, qu'on se met à se disputer pendant la nuit». Et finalement, elle gagne la dispute, visiblement, parce qu'elle lui dit: «Va me chercher un devin, va me chercher Tseggmet, le voisin devin qui sait et qui peut». Le mari s'exécute, sans doute un petit peu penaud, pas très content d'avoir été tiré du lit, et il ramène le devin. Le devin fait de la divination et il dit: «Il y a quelqu'un qui est mort dans votre entourage au printemps?» Et Tsélé, elle dit: «Eh oui, et effectivement, notre voisin, il était mort au printemps. C'est quelqu'un que j'aimais bien. Et donc voilà, c'était ce voisin qui était revenu me voir». Donc Tseggmet, évidemment, s'arrête pas là, et il dit: «Vous allez sortir, vous allez mettre de la viande et des bonbons sur une feuille de papier. Vous allez sortir, vous allez faire 21 pas, vous allez déposer la feuille et vous allez revenir sans vous retourner». Alors elle dit: «J'étais terrifié, mais bon, on met des bouts de viande et des bonbons sur la feuille, on la dépose dehors, et puis je reviens, je fais les 21 pas, aller, retour, et au moment où je franchissais la porte, j'ai entendu un bruit. Salt. Et je suis rentré. Et je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai regardé la feuille de papier et il n'y avait plus rien dessus. Et elle dit, c'est comme si en fait, le lama avait réussi à expulser le fantôme par la force des prières. Donc on voit par quel genre d'événement, en fait, discret, mais très manifeste, le fantôme se manifeste. Ouais, le fantôme apparaît. Euh, Ce qui est encore plus intéressant, et ce qui est vraiment parfait dans cette histoire de fantôme, c'est qu'elle me raconte cette histoire avec une petite inquiétude. Elle me raconte à cette histoire en me disant: «Bref, j'y ai repensé parce que là, depuis mon campement de printemps», on est à l'automne, «depuis mon campement de printemps», donc ça fait 2 campements, c'est des pasteurs nomades, «depuis mon campement de printemps, il y a un oiseau qui hurle à côté de ma yourte.
Comme ça, juste, à l'aube, avant que tout le monde se réveille, il y a l'oiseau qui hurle et à chaque fois je sors et évidemment je le vois pas, j'arrive pas à le chasser et donc sur un campement, c'est possible qu'il y ait un oiseau qui s'acharne et qui ait élu domicile à côté d'une yourte, mais les oiseaux et surtout les corbeaux, puisqu'il s'agit d'un corbeau, sont pas des animaux migrateurs, enfin ils suivent pas les yourtes, quoi et là pourtant, ils la suivent et les corbeaux, ils ont mauvaise réputation, c'est des signes de mort, mais ce qui l'inquiète, c'est ce comportement, déviant, en fait, de l'oiseau. Et donc elle veut appeler un lama, et elle appelle un lama pendant que je suis là. Et c'est le même, c'est Sekhmet. Sekhmet qui, 2 ans avant, lui avait dit: «En effet, il y a un revenant qui est venu vous voir et qui lui a donné les moyens de l'expulser». Cette fois-ci, j'assiste au rituel, Sekhmet lui dit: «Non, c'est rien». Et donc, Tsélé lui dit: «Mais il y a cet oiseau?» «Ouais, ouais, c'est rien». Hein. Autrement dit, circuler, il y a rien à voir. Ce n'est pas un mort, hein. Quand je vous dis que les lamas contiennent, les morts et se donnent pour vocation d'éviter de les faire proliférer, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que face à un mort qui semble, prêt à épaissir et à arriver à l'existence dans la vie de Tsélé, il oppose une fin de non-recevoir ontologique. Ce n'est rien. Ce n'est pas un mort, ce n'est pas même pas un être, il n'y a aucun problème. Donc, il y aurait plein d'autres exemples, de ça et je me suis dit que, comme on avait un petit peu de temps, j'allais vous en faire écouter un que, j'ai recueilli, en fait, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quand je suis, retourné voir ces mêmes personnes en Mongolie, puisque j'y retourne régulièrement depuis ce temps-là. Voilà une histoire qui m'a été racontée, heu, il y a 15 jours. 안녕하세요. 에스네스 내가 밑으로 쳐보고요. 허무고요. 자 도다 다니는 내가 막수가 전에 보 요가 있다. 내가 아롱으로 더 그러다 봐. 진짜 몇명가 맞서었어. 명가 맞서도 더 그다. 아롱으로 더 그다 됐을 일도 없어. 오히려 그저 더 없었을 텐데. 바로 나오는데. 내가 바로는 모든 잘 오랬어. 근데 얼었을 줄 만약에 벌써 동 같은 비가 가르치지 시대에 가르치지 벌써 동 자가서 소유를 쓰미스 오로로 대피치 없어. 그래서 맞가 그대로 보아선 거 버슨 거 인다니엘 kimi 열거리 알아서. 다다 보스가 된 베이지. 이분이 작은 지를 어쨌든 거이렇게 좀 цастуу урал яг хэн яхахгүй юм. Даваад урдчих шиг юм гიშгэд юу. Хашаа нь арын ашиг голох юм байхгүй юу. Тэгэхээр яа харахгүй юм гэдэг юм дэж байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэж бодоод бид нэ цуцаас ирэн гутаа батгах юм гэрэлтэй байхгүй. Гэрэлтэй ингээд нэг архад тавьчихсан сууж байгаа. Ce que vous avez entendu donc, c'est le début, une bonne moitié, d'une histoire de fantôme. Une histoire de fantôme qui est arrivée, à la petite sœur de Tsélé, au moment où elle, rendait visite à leur grande sœur, la plus âgée de la fratrie. Dans cette famille, il vient de se passer un événement tragique, c'est-à-dire que, le fils, de cette sœur, donc le neveu, de la narratrice, s'est suicidé après, une violente altercation avec son père. Son père qui est alcoolique et qui, sous l'effet de l'alcool, heu, a, poussé plus loin, l'altercation, qui a donc dégénéré, donc manifestement comme un résultat de la boisson. C'est important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et donc, Sekhmet, la petite sœur de Tsélé, se rend dans cette famille et il passe la nuit avec son mari. Vous l'avez un petit peu entendu, son mari, il a une voix très grave, et ils dorment tous les 2. Elle dit: «Bon, mon mari, il s'est endormi très vite», hein. C'est un petit peu l'équivalent du mari de Tsélé. Mais sauf que lui, il doute pas du tout de la vérité de l'histoire. Mon mari s'est endormi très vite. Mais moi, j'étais un petit peu inquiète et j'arrivais pas bien à dormir et donc je suis resté éveillé et vers 2 heures du matin, 3 heures du matin, j'ai commencé à entendre des pas dans la neige des pas qui la famille habite dans une maison, pas dans une yourte donc, des pas qui faisaient le tour
de l'endroit où on dormait et qui faisait le tour de la maison. Donc un crissement de neige. Un crissement de neige qui est, comment dire, qui est impossible de confondre avec quoi que ce soit d'autre. C'est forcément quelqu'un qui est en train de faire le tour de la maison. Alors ça arrive, hein, je veux dire, quelqu'un qui rentre tard et tout ça, elle s'inquiète pas plus que ça. Sauf qu'elle se demande quand même qui est-ce qui se balade dans la maison comme ça. Elle commence à s'inquiéter un petit peu plus quand la lumière de son beau-frère, donc du père du jeune décédé, s'allume. Et qu'il commence à grommeler et même à s'énerver parce qu'il ne retrouve plus les bouteilles d'alcool qu'il avait gardées à un endroit pour sans doute les boire à sa contenance. Et il commence à s'engueuler avec sa femme en disant: «Où est-ce que tu as mis mes bouteilles d'alcool?» La femme dit: «Mais je les ai pas touchées, elles sont là, elles ont jamais bougé de l'endroit où tu les as mises». Et la dispute finalement se calme, mais Sekhmet a du mal à trouver le sommeil. Elle a surtout du mal à trouver le sommeil parce qu'elle a besoin, à un moment, d'aller aux toilettes. Et donc au milieu de la nuit, elle sort et à la lumière de la lune, se rend aux toilettes et là, est effarée de ne voir aucune des traces, qui correspondent au crissement de neige qu'elle a entendu. Personne n'a fait visiblement le tour de la maison. Qui était-ce? Qui est allé voler les bouteilles d'alcool du père? Évidemment, c'est le fils revenu jouer un tour à son père pour lui rappeler aussi les causes de sa mort. Le lendemain, le père retrouvera les bouteilles d'alcool à l'endroit exact, évidemment, où il avait cherché la veille. Donc, elles n'ont pas été volées, hein. Elles étaient bien là, sauf qu'elles ont été subtilisées, elles ont disparu au moment où les pas se faisaient entendre dans la neige. Donc l'apparition du fantôme se manifeste aussi par la disparition des bouteilles. Donc il y aurait plein d'autres histoires où on pourrait multiplier donc les exemples et les illustrations de ce mode de manifestation qui n'est pas silencieux, mais qui est sensoriellement distinctif des fantômes. Quelle voix trouvent les fantômes quand on ne leur donne pas la parole? Les cris des nourrissons, les cris des corbeaux, la disparition d'objets, des bruits de crissement dans la neige, sans aucune trace. Les fantômes empruntent la voix du monde même, en deçà du langage humain, en deçà même des élaborations symboliques par lesquelles les humains interprètent, font sens du monde. Les fantômes se manifestent par des signes qui s'offrent à l'interprétation, mais qui ne sont pas le résultat du processus interprétatif. Ces signes sont plutôt l'aiguillon d'interprétation et de spéculation nouvelles. Ces événements sensibles nous interpellent, nous attrapent par le collet et exigent physiquement des mesures. Parce que, en effet, les fantômes ne s'offrent pas toujours de façon optionnelle à l'interprétation des vivants. Ils ne laissent pas toujours la possibilité d'une présence au bon vouloir interprétatif des vivants, à leur volonté de reconnaître comme telle cette présence. Les fantômes s'invitent parfois bruyamment et violemment dans nos vies. Je raconte dans mon livre l'histoire du jeune Damodar, un orphelin de 9 ans, adopté par des parents indiens, marathis en fait, et anglais à la fin des années 20. C'est un récit que j'ai trouvé dans les archives de la Société pour la recherche psychique, sur laquelle j'ai travaillé pour le précédent livre, mais qui contient donc tout un tas d'enquêtes dans des maisons hantées. C'est une des seules enquêtes qui ne se trouve pas en Angleterre, mais qui se trouve dans l'Empire britannique de l'époque, en l'occurrence à l'ouest de l'Inde, dans la ville de Pune, à côté de Bombay. Enfin, à côté à l'échelle indienne, hein, c'est à plusieurs centaines de kilomètres. Damodar, il a perdu ses parents, lui aussi, dans des circonstances tragiques. Sa mère s'est immolée après la mort de son fils, donc le frère de Damodar, le grand frère de Damodar.
Et elle s'est immolée après la mort de son fils en disant être persécutée par le fantôme de la première femme de son mari, qui elle-même avait perdu son enfant. Donc, cette histoire est connue par les parents adoptifs de Damodar, donc un intellectuel marathi, indien, et une londonienne qu'il a rencontrée donc à Londres et qui est venue s'installer avec lui à Pune, avec sa sœur, Hetty Cohn. Donc, ce sont des Londoniens qui sont expatriés en Inde. Et donc, les parents de Damodar, les Ketkar, pardon, les parents les parents de Damodar, monsieur et madame Ketkar, donc, se soucient assez peu des histoires qu'ils racontent. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, ils disent, c'est des superstitions. En fait, ça n'a aucune importance. Il suffit de mettre ces enfants dans un environnement sain, rationnel, de les éduquer pour leur permettre de se libérer de toutes ces superstitions. Hein. Le grand frère de Damodar, qui lui a commencé à travailler et qui n'est pas adopté par la famille, mais avec lesquels la famille entretient quand même des relations, commence à avoir des problèmes. Il travaille dans un café et les bouteilles de limonade lui échappent des mains et vont se briser. Hein. Donc il est complètement inemployable. Je veux dire, hein. Même les patrons du café sont presque sympathiques. Enfin, ils sont prêts à croire que c'est pas de sa faute, mais n'empêche, je veux dire, il peut pas travailler dans un café, quoi. Donc les parents l'accueillent. Et c'est vrai qu'il se passe tout un tas de trucs autour de lui. Il y a des meubles qui se déplacent, il est projeté hors de son lit, et la famille commence à mal dormir sous l'influence des événements qui l'entourent. Ils sont obligés de l'envoyer dormir ailleurs. Ils n'ont pas vocation à l'adopter, lui. Ils veulent se concentrer sur Damodar. Le problème, c'est que Damodar commence à être entouré d'événements de plus en plus violents. Damodar commence à être la cible de ses propres jouets qui lui sont jetés à la figure. Et les événements sont suffisamment préoccupants pour que la sœur de la mère de Damodar, donc, la sœur de la mère adoptive de Damodar, chronique chaque jour tous les événements qui se passent. Ce sont des pièces qui sont jetées en l'air et qui se retrouvent au pied du jeune enfant. Ce sont des clés qui disparaissent et qu'on retrouve ailleurs. Des pots de brillantine aussi. Et tout un tas d'autres ustensiles de la maison, petits ou grands, qui soit disparaissent, ce qui n'est pas trop grave, soit sont agressivement jetés à travers les pièces, parfois vers Damodar. La situation s'aggrave. Je cite le rapport de Hetty Cohn, la sœur la tante de Damodar. Ses jouets lui pleuvaient littéralement dessus, depuis sa commode, alors que personne n'était dans cette pièce qui aurait pu le faire, c'est-à-dire les lancer. Alors que l'enfant passait d'une pièce à l'autre, il était entouré, et par conséquent les autres membres de la famille aussi, de verres brisés, de liquides répandus, y compris des bouteilles d'huile de citronnelle, de liniment, de brillantine, des gouttes pour les yeux et de saccharine. Toutes ces choses ayant été projetées depuis leurs endroits habituels. Et du bruit, et donc ils étaient entourés aussi du bruit d'objets s'écrasant à terre. L'enfant était très courageux, mais il était dans tous ses états. Donc la maison devient progressivement un champ de bataille, où les objets volent à travers les pièces, l'enfant lui-même est de plus en plus affecté, et la famille ne comprend pas d'où ça vient. La famille aussi rationnelle, qui voulait donner des leçons de rationalisme à tout le monde, et dire qu'il suffisait de se séparer de ces superstitions pour qu'elles disparaissent, et pour que ces fantômes n'apparaissent pas, doit se rendre à l'évidence. En fait, il n'arrive pas à trouver la solution pour que Damodar puisse vivre en paix. Et ils doivent subir ces phénomènes au fur et à mesure qu'ils se déroulent. La situation s'aggrave jusqu'à ce que Damodar soit affecté dans son corps au plus proche de ses fonctions vitales, puisqu'il se met à baver profusément. Ses parents ne cessent d'éponger la salive qui sort de son nez, de ses oreilles, de sa bouche, et qui recouvre tous les meubles.
qui fait des flaques par terre. Et ils n'arrêtent pas de mettre des journaux partout pour pour stopper, en fait, ce flot de liquide sortant du corps de l'enfant. La situation est grave et elle devient préoccupante puisque le jeune Damodar, après qu'un clairvoyant a été consulté par la famille, le jeune Damodar commence à voir les membres de sa première famille responsables de ses affaires. Sa mère, la première femme de son mari, qui, comme en cortège, se présentent dans la maison et imposent leur présence au reste du foyer. Donc, il voit les responsables et la mère commence à les voir aussi. Ce qui inquiète évidemment la famille, c'est que c'est dans ces conditions-là que la mère de Damodar s'était donné la mort. Et donc, ils se demandent jusqu'où ça va aller. Comme souvent dans ces histoires, ça finit de façon un peu euh, anticlimatique. C'est-à-dire que les événements, finalement, finissent par s'apaiser. Même si le père ne vivra plus jamais comme avant, et il pourra plus s'appuyer sur sa certitude de la robustesse de la réalité pour continuer à vivre, en fait. Les événements finiront par passer et la famille arrivera tant bien que mal à dépasser cette série d'événements sans avoir à déplorer la mort de plus de membres de la famille. Donc, en l'absence de médium pour leur donner une voix, les fantômes, on le voit, empruntent les petits et les grands fracas du monde. Des bruits, des événements perceptifs qui exigent une intervention, une interprétation. C'est un point de départ non langagier d'une élaboration langagière. Alors, ça n'exclut pas l'intervention de spécialistes. On l'a vu au fur et à mesure de ces récits. Il y a des clairvoyants, des gens qui sont capables de voir les fantômes derrière ces événements du monde, ces cris d'oiseaux, ces disputes domestiques, ces coups tirés sur la couverture. Il y a des devins qui sont capables de comprendre de qui quelle mort est à la source de ces choses-là. Mais ce qui caractérise ces sociétés sans médium, parce que je crois effectivement qu'il y a au monde deux types de sociétés. Il y a celles qui disposent de médiums et celles qui n'en disposent pas, à travers l'histoire de l'humanité et à travers les sociétés humaines, c'est quelque chose qui est massivement distinctif. Donc ce qui caractérise les sociétés sans médium, c'est la dispersion des compétences face à l'invisible. Il y a d'un côté ceux qui voient, des clairvoyants, qui en général, de la même manière, comme on l'a vu pour le cas de Damodar, des clairvoyants qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'action sur ce qu'ils voient. Ils voient qu'il y a des morts. Est-ce qu'ils sont capables de les électriser ou même de soulager Damodar? Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont un pouvoir d'action, par contre, les devins, mais les devins, ils voient rien. Le devin qui est mobilisé par Tsélé, il ne voit pas le mort qui est venu tirer la couverture. Grâce à des moyens divinatoires qu'il a acquis par apprentissage en marge du monastère, il sait calculer, grâce à des manuels, et comprendre ce qui est à la source du problème. Mais il ne voit rien. Et il y a ceux qui racontent, c'est-à-dire les narrateurs. Parfois, ce sont ceux à qui l'histoire arrive, c'est ceux qui font l'expérience de l'apparition, mais parfois, ce sont des personnes qui racontent une histoire qu'ils ont entendue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, en l'absence d'un corps et d'une voix pour les morts, leur manifestation doit faire l'objet d'une narration postérieure, d'une mise en sens par un récit, une histoire de fantôme donc, qui précisément n'est pas un dialogue médiumnique. Vous avez deux configurations, si vous voulez, d'interaction avec les morts. Celle qui est permise par la corporéité médiumnique et qui engage un dialogue direct à la voix, un dialogue direct, et le récit a posteriori qui est fait pour interpréter des événements du monde
qui ne se laissent pas interpréter par des moyens ordinaires. Alors, comment l'anthropologie peut se saisir d'existences infraculturelles, asymboliques, paralangagières des morts? Comment envisager anthropologiquement l'existence que prennent les morts quand ils se manifestent avant que les vivants aient pu en faire l'interprétation? C'est-à-dire comment l'anthropologie peut se saisir non pas des histoires de fantômes, mais des événements d'apparition en train de se faire. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui nous viennent par des événements du monde animaux, domestiques, par des traces de pas, par des bruits de pas qui ne font pas de traces, par des coups tirés sur une couverture qui semble ne pas avoir d'origine. Comment se saisir de cette présence-là? Et comment se saisir de ces événements-là d'un point de vue anthropologique? Que sont ces présences dans le monde des humains? En fait, les humains sont assez accoutumés de ce genre de communication, de la communication qui ressort, qui est illustrée par les histoires de fantômes dont je vous ai parlé, celles des sociétés sans médium. Les humains sont accoutumés de ce genre de communication puisque c'est ainsi qu'ils interagissent avec les non-humains, et notamment avec les non-humains qui partagent leur vie. C'est ce qu'a montré un anthropologue qui a fait un livre auquel je suis très attaché, qui s'appelle « Comment pensent les forêts ». Cet anthropologue, c'est Edward Ocon, et il a justement étudié comment les humains entrent en communication au-delà de leurs mondes humains. Il a travaillé dans ces écosystèmes sémiotiques très riches que regroupe la forêt amazonienne. Et ce qu'il montre, c'est que, bien sûr, nos mondes humains s'appuient sur des élaborations symboliques que porte le langage et qui fondent nos cultures dans toute leur diversité. Mais ce qu'il montre surtout, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de faire sens, nous ne pouvons pas nous permettre de faire sens seulement par des symboles, pour vivre en forêt ou partout ailleurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire sens seulement par les moyens qui nous sont propres en tant qu'humains. Il y a plein de manières de faire sens, en fait. Et il s'appuie sur un philosophe qui s'appelle Peirce, et qui a montré que les possibilités sémiotiques, les possibilités de la sémiose, étaient bien plus larges que les symboles. En fait, on a l'habitude de réduire le sens à notre langage. Or, nous ne cessons de communiquer avec d'autres êtres non langagiers par d'autres moyens que le langage. C'est impossible, notamment, de vivre dans la forêt amazonienne, d'échapper à la prédation ou de pouvoir capturer une proie, sans être capable de communiquer, au moins implicitement, et parfois sans le savoir, avec des animaux selon un mode de sémiose, selon une sémiotique qui n'est pas langagière. On va savoir lire leurs traces, on va savoir comprendre leurs intentions, on va savoir dans quel futur ils se projettent grâce à des signes qui ne sont pas langagiers. On va savoir aussi décoder ce que veulent dire leurs chants, qui suit des règles linguistiques qui ne sont pas symboliques. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire sens seulement par des symboles pour vivre en forêt. Les humains, en tant qu'ils interagissent continuellement avec des animaux et avec d'autres non-humains, avec des plantes par exemple, sont plongés dans des mondes de sens infrasymboliques. Nous ne cessons de traiter des significations non symboliques. Nous cessons de traiter des indices, des icônes. Nous cessons de traiter des manières de faire sens et de nager dans des manières de faire sens qui ne sont pas limitées au langage. Contrairement à ce que nous pensons souvent, nous savons faire sens bien autrement qu'avec le langage, et c'est ce que nous faisons dans la plupart de nos activités corporées au sein du monde. Les humains, donc, en tant qu'ils interagissent
continuellement avec des animaux et d'autres non-humains, sont plongés dans des mondes de sens infrasymboliques, et donc largement dans des mondes de sens infraculturels. Alors, les morts sont des humains, c'est entendu, même lorsqu'ils nous apparaissent en tant que fantômes. Et pourtant, en l'absence de chamans susceptibles de leur prêter un langage, de convertir leur communication asymbolique en paroles articulées, en l'absence de tels dispositifs médiumniques donc, les morts empruntent la voix du monde, la sémiotique infraculturelle des événements sensibles qui constitue aussi, à côté ou dans les interstices du langage, notre vie d'être sensible. Les morts sont toujours déjà là, dans les mondes humains. Ils n'attendent pas l'invention de la culture, ni l'élaboration des symboles, pour nous rappeler à ce dont nous héritons. Pour nous rappeler que les lieux que nous habitons sont toujours déjà tissés d'invisibles, et que, bien habiter justement, c'est-à-dire apprendre à vivre, enfin, comme le dit Jacques Derrida, ne peut se faire que dans la confrontation avec nos morts. Une confrontation qui excède parce qu'elle précède le langage. Pour finir, un petit épilogue pour revenir à l'ethnographie. Puisqu'il y a un détail qui est assez frappant à travers les manières humaines d'interagir avec l'invisible et avec les morts, c'est que ce soit dans des cultures médiumniques ou dans des cultures qui n'admettent pas, qui ne prévoient pas la présence de médiums, à travers les sociétés humaines, il y a un certain type d'êtres qu'on juge capables de percevoir ce que les humains adultes ne perçoivent pas. Je dis adultes parce que ces êtres, c'est les nourrissons ou les animaux domestiques, qui sont souvent mis ensemble. Les animaux domestiques, quels que soient les animaux domestiques dont on dispose à un endroit donné. Donc, les chats et les chiens dans la campagne anglaise sont les meilleurs détecteurs de fantômes que vous pouvez imaginer. Quand je passe trop de temps sur les archives de maisons hantées, et que j'ai des arrière-pensées en allant me coucher, des petites craintes, des petites préoccupations, je suis très heureux que mon chat soit là et qu'il soit tranquille. Parce que je me dis, a priori, si lui, il voit rien, c'est qu'il n'y a rien. Quoi. Et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire que la plupart des habitants des maisons hantées anglaises s'appuient sur leurs animaux domestiques pour vérifier, pour attester de la présence ou de l'absence de fantômes. En Mongolie, les Mongols détestent les chats, et les chiens vivent à l'extérieur de la maison, donc ils ne sont pas très utiles. Par contre, l'animal qui permet de détecter l'invisible et les présences des morts quand on passe d'une yourte à l'autre et qu'on s'y balade au crépuscule, par exemple, qu'on traverse la steppe au crépuscule, c'est les chevaux. C'est les chevaux qui sont, en tant qu'espèce familière proche, les détecteurs d'invisibles en Mongolie. Et donc, ces êtres qui nous informent de la présence des morts, qui savent se brancher sur leur fréquence, ce sont précisément les êtres non langagiers qui partagent le plus intensément notre monde. Donc, à défaut d'un amplificateur susceptible de traduire leur présence cryptique en langage, comme promettent de le faire les médiums. Les médiums, c'est rien d'autre que des amplificateurs, comme nos amplificateurs de chaîne Wi-Fi. À défaut de ça, il faut bien compter sur ces êtres dont le corps non linguistique, non symbolique, ces nourrissons qui n'ont pas encore appris le langage, ces chats qui partagent nos existences, ces chiens qui partagent notre existence et qui connaissent un petit peu de notre langage, mais qui n'y accèdent pas complètement. Donc ces êtres qui sont à cheval entre différents modes d'existence et qui ne participent pas à notre production langagière quotidienne. Ces êtres donc, sont ceux qui restent sensibles à ce qui nous échappe, puisque nous, en tant qu'êtres de langage, et à travers cette mode de communication extrêmement efficace que nous avons mis en œuvre pour communiquer entre nous, nous, en tant qu'êtres de langage, justement, on s'est coupé de certains événements du monde qui continuent de leur apparaître à eux. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là.